bonjour. Pendant toute la campagne de vaccination, il y a une question qui est restée un peu en suspens. C'était celle de l'efficacité et de la sécurité du vaccin pour les femmes enceintes. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans les documents pour essayer d'y voir plus clair. Notre guide, ce sera le rapport d'évaluation de Christine Coton, publié le 27 janvier 2025, qui s'est justement penché sur l'essai mené par Pfizer sur cette population bien précise. Alors, pour bien comprendre toute la chronologie, on va y aller étape par étape. On va commencer par le tout début, le point de départ qui était, on va le voir, une grande incertitude. Ensuite, on regardera l'essai clinique qui a été lancé spécifiquement pour ça. Puis, un point crucial, comment le protocole de cet essai a évolué. On jettera un œil aux toutes premières données de surveillance, ce qu'on appelle la pharmacovigilance, et, pour finir, on analysera les résultats d'efficacité qui, on le verra, se sont fait attendre. Allez, on attaque. Le point de départ de toute cette affaire, c'est en fait quelque chose d'assez simple. Il manquait des données. C'est le fond du problème. Dès le début, les femmes enceintes n'ont pas fait partie des grands essais cliniques pivots. Et ça, ce n'est pas une interprétation, c'est un fait qui a été reconnu et documenté par les autorités sanitaires elles-mêmes. Et il faut bien comprendre pourquoi elles ont été exclues. Ce n'était pas un oubli, c'était même prévu par la réglementation. L'article 10 du règlement de l'Union européenne, qu'on voit ici, est très clair, il classe les femmes enceintes dans la catégorie des populations vulnérables. Et ça, forcément, ça change tout. Ça veut dire qu'il faut des précautions bien particulières avant même d'envisager de les inclure dans une étude. Donc logiquement, cette prudence a mené à une reconnaissance officielle de ce qu'on pourrait appeler un trou dans les données. On le voit bien ici avec deux exemples concrets. D'un côté, la FDA aux États-Unis qui a demandé très clairement à Pfizer d'inscrire la grossesse dans la catégorie information manquante. C'est explicite. Et de l'autre, en France, la Haute Autorité de Santé qui, dès décembre 2020, préconisait une vaccination au cas par cas. Autrement dit, il fallait évaluer la balance bénéfice-risque individuellement, justement parce qu'il n'y avait pas de données globales. Alors, face à ce manque d'informations, que s'est-il passé ? Les agences réglementaires ont fait ce qu'elles sont censées faire. Elles ont demandé des études supplémentaires. Et c'est là qu'entre en scène un essai clinique au nom un peu barbare, le C45-910-15. C'était l'étude qui était spécifiquement dédiée à évaluer le vaccin chez les femmes enceintes. Au départ, l'objectif était ambitieux. On visait 4000 participantes. C'était le plan. Sauf que la réalité du terrain a été très différente. Regardez cet enregistrement sur le registre clinicaltrials.gov. Au final, sur les 4000 prévus, seules 683 femmes ont été recrutées. L'écart est juste énorme. Et comme on va le voir, cette différence entre l'objectif et la réalité va avoir des conséquences très très importantes sur la suite. Bon, avant d'aller plus loin, petit point de vocabulaire, c'est important, on va parler d'un document qui s'appelle le PSUR. C'est quoi ce truc ? En fait, ça veut dire Periodic Safety Update Report. Pour faire simple, c'est un rapport que les labos pharmaceutiques sont obligés de soumettre très régulièrement aux autorités de santé. Le but, c'est de faire le bilan de toutes les nouvelles informations sur la sécurité d'un médicament après sa mise sur le marché. C'est un outil de suivi, en quelque sorte. Et donc, la grande question, pourquoi ce recrutement a été si difficile ? Pourquoi seulement 683 femmes au lieu de 4000 ? L'explication, on la trouve justement dans un de ces fameux PSUR, le numéro 5. Le document est très clair. Il dit, et on peut le lire ici, que le recrutement était compliqué parce que, dans le même temps, la vaccination était devenue accessible à toutes. Résultat, beaucoup de femmes enceintes se sont fait vacciner en dehors de l'étude. En somme, la campagne de vaccination de masse a rendu presque impossible le recrutement pour l'essai clinique qui devait, justement, évaluer le vaccin. Et là, on arrive à un point absolument capital de cette histoire. Ce faible nombre de participantes a une conséquence directe, et pas des moindres, les objectifs de l'étude ont été complètement changés en cours de route. C'est vraiment un tournant majeur, et il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Le changement est radical. Regardez bien. L'objectif de base dans le protocole original, c'était d'évaluer la sécurité et l'efficacité, les deux. Mais voilà qu'arrive l'amendement numéro 3, le 14 mai 2021. Et là, l'objectif d'efficacité disparaît. C'est terminé. Il est remplacé par un autre mot, l'immunogénicité. Et c'est une différence énorme. L'immunogénicité, ça veut juste dire qu'on mesure si le corps produit des anticorps. Ça ne dit absolument pas si ces anticorps protègent efficacement contre la maladie. On a donc changé la question posée par l'étude. Et ça nous conduit à cette phrase extraite du protocole final, l'amendement 5. Regardez bien la date, 8 mars 2022. On est plus d'1 an après le début des campagnes de vaccination massive. Et que lit-on dans ce document officiel de Pfizer ? Je cite, « Il n'y a pas d'études en cours. Par conséquent, le risque d'effets indésirables obstétricaux et ou néonataux n'est pas connu. » C'est écrit noir sur blanc. En mars 2022, le laboratoire lui-même écrit que ce risque n'est pas connu. Et voici la preuve documentaire de ce changement. La page de couverture de ce fameux Final Protocol Amendment 5. On voit bien que l'étude est désormais qualifiée de PASS, c'est-à-dire une étude de sécurité post-autorisation.
Ça confirme exactement ce qu'on vient de dire. Le but n'est plus de démontrer l'efficacité, cet objectif a été abandonné, mais simplement de faire de la surveillance de la sécurité après la mise sur le marché. Cette frise chronologique permet de bien visualiser le parcours chaotique de cet essai. On part en février 2021, l'objectif d'efficacité est supprimé à peine 3 mois plus tard, en mai. En mars 2022, on admet officiellement que les risques sont inconnus. L'essai se termine en juillet 2022. Et puis, plus rien, ou presque. Il faut attendre juillet 2023 pour les premiers résultats, et même juin 2024 pour avoir les données complètes, soit près de 2 ans après la fin de l'étude. Ce délai de publication est quand même assez frappant. Ok, donc pendant que cet essai clinique avançait, difficilement, la vaccination, elle, se poursuivait dans ce qu'on appelle la vie réelle. Et donc des données commençaient à remonter via les systèmes de surveillance. On va maintenant regarder de plus près le tout premier rapport de pharmacovigilance qui s'arrête au 28 février 2021. Ce sont les toutes premières données. Ce graphique, il est assez éloquent. Il nous montre ce qu'on savait des 270 premiers cas de grossesse rapportés. Et le chiffre qui saute aux yeux, c'est celui-là. Pour plus de 88% d'entre eux, on ne connaissait tout simplement pas l'issue. Il n'y avait pas eu de suivi. Ce tableau nous donne le détail de ces chiffres. On y retrouve les 238 cas dont l'issue était inconnue. Et parmi les quelques cas documentés, on voit 23 avortements spontanés, 5 cas encore en attente et plusieurs cas de décès qui soient néonataux ou intra-utérins. Et tout en bas, on retrouve ce chiffre, une seule issue normale répertoriée à cette date. Et d'ailleurs, d'autres signaux commençaient à émerger à l'international, qui n'étaient pas directement liés à l'issue de la grossesse. En Australie, par exemple, l'agence du médicament, la TGA, a demandé une enquête sur des cas de mastite. Et en Europe, l'EMA a fini par ajouter les saignements menstruels abondants à la liste des effets secondaires possibles, tout en précisant que leur fréquence était inconnue. Et nous voilà arrivés au bout du chemin, ou presque. Le moment de découvrir les fameux résultats de cet essai, C45 100 1515. On se souvient, ils ont été publiés très tardivement, quasiment 2 ans après la fin de l'étude. C'était le moment où l'on devait enfin avoir une réponse claire sur l'efficacité. Alors, le chiffre qui a été publié officiellement par le laboratoire sur clinicaltrials.gov en juin 2024, le voici, 3,8%. C'est la valeur de l'efficacité vaccinale affichée. Voilà, 3,8%. Mais en science, un chiffre brut comme ça, tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut impérativement regarder ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. C'est la fourchette dans laquelle se trouve la vraie valeur. Et là, l'intervalle est juste vertigineux. Il va de moins 1227,8% à plus 903%. Une fourchette aussi gigantesque qui en plus passe par zéro, en statistique c'est une signification très claire. Le résultat n'est pas significatif. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument rien conclure. Le chiffre de 3,8% n'a aucune validité statistique. D'ailleurs, si on met de côté le chiffre publié et qu'on regarde les données brutes, c'est très simple. Il y a eu 2 cas de Covid chez les 86 femmes vaccinées et 2 cas de Covid chez les 89 femmes qui ont reçu le placebo. C'est pratiquement pareil. Si on applique la formule standard pour calculer l'efficacité à partir de ça, on obtient même un chiffre légèrement négatif, moins 3,48%. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire? Une efficacité négative, ça ne veut pas dire que le vaccin a augmenté le risque, surtout avec si peu de cas. Non, ça veut simplement dire que sur ce tout petit échantillon, on n'a observé aucune protection. Mathématiquement, le placebo a même fait un tout petit peu mieux que le vaccin. Mais en réalité, le message principal, c'est bien celui-là, on n'a pas pu démontrer la moindre efficacité. Faisons la synthèse de tout ce que nous venons de voir, en nous basant toujours sur les documents analysés. Le parcours est donc assez limpide. Au départ, les femmes enceintes sont exclues des essais pivots. L'essai qui est ensuite lancé spécialement pour elles est très vite affaibli. L'échantillon est réduit et l'objectif d'efficacité est abandonné. En parallèle, pendant des années, les rapports de sécurité officiels continuent de parler d'informations manquantes pour la grossesse. Et le coup de grâce, c'est que les résultats finaux de cet essai, quand ils arrivent enfin, ne démontrent absolument aucune efficacité qui soit statistiquement valide. La conclusion de l'analyse de Christine Cottan est donc sans appel. Si l'on s'en tient strictement aux données de l'essai clinique mené par Pfizer, aucune efficacité du vaccin n'a été démontrée de façon statistiquement robuste chez les femmes enceintes. Cela soulève une question fondamentale qui va bien au-delà de cette seule analyse. Sur quelle base factuelle, sur quelles preuves scientifiques solides, les recommandations futures pour cette population si particulière pourront-elles être construites? C'est sur cette interrogation que nous allons nous quitter. Merci pour votre attention.